messieurs, bonsoir. Au programme de cette édition, Donald Trump et Emmanuel Macron assurent le spectacle à Davos. Le président français a défrayé la chronique avec des lunettes ridicules, une forme clownesque et un fond pas franchement plus rassurant. Nous partirons ensuite en Syrie où depuis 2 semaines, des combats opposent le régime islamiste de Damas aux forces kurdes qui sont victimes de sanglantes représailles. Et puis nous reviendrons sur le drame du réveillon à Crans-Montana en Suisse. 3 semaines plus tard, les défaillances autour de l'établissement semblent nombreuses, mais les failles des autorités bénéficient pour le moment d'une relative discrétion médiatique. Nous ferons le point. Le cirque Pinder à Davos, Emmanuel Macron a arboré des lunettes qui ont accaparé l'attention alors qu'il s'exprimait sur les menaces américaines concernant le Groenland. Le point d'Olivier Frère-Jacques. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. Flop Gun en mission à Davos. Emmanuel Macron s'est mis en scène dans une prise de parole lors du Forum économique mondial en Suisse, dans un discours dont le fond a été occulté par la forme, avec ses lunettes moquées mondialement et ressemblant à celles du mythique film américain Top Gun. Une référence américaine donc, pour répondre aux menaces américaines contre l'Europe et la France en particulier, concernant la filière vin et champagne. Attendez, d'abord, ça va arriver ? Non, je dis qu'on reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. En ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. Donc on se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et donc on fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important, c'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressifs, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Se faire respecter et défendre nos intérêts du bon sens, mais pas franchement servi par un président qui surcommunique et qui change sans cesse de stratégie. Ainsi, Emmanuel Macron a-t-il été successivement favorable au dialogue avec Moscou avant de tenir une ligne dure contre la Russie. Il a tenté de copiner avec Washington avant de gonfler les muscles. Il se met désormais à en appeler à plus de coopération avec la Chine. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe, in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies. D'un empire l'autre, Trump est méchant, il faudrait donc se tourner vers Pékin, alors même que le gouvernement a pu se montrer assez rude vis-à-vis de la Chine au cours des derniers mois, notamment avec l'affaire Shine. Par ailleurs, pour tenter de contourner les velléités expansionnistes américaines, la France a proposé un exercice militaire de l'OTAN au Groenland, se disant prête à y contribuer afin d'impliquer Washington et de démontrer un engagement collectif en Arctique, une façon de contourner les menaces tout en réaffirmant l'unité atlantique. Problème, quel est le poids d'Emmanuel Macron ? Face à lui, Donald Trump martèle qu'il n'y aura pas de retour en arrière et évoque même des développements très positif, sans exclure d'autres pressions. Le caractère imprévisible laisse néanmoins envisager que le pire peut être évité pour la France et les tarifs douaniers et pour le Groenland. Lors de son intervention ce mercredi après-midi, le chef d'État américain a moqué Emmanuel Macron lors de sa prise de parole au Forum économique mondial. J'ai appelé Emmanuel Macron. J'ai écouté son discours hier avec ses très belles lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai regardé. Il a essayé de faire le dur à cuire. Mais voilà. Mais si, j'y suis arrivé. J'ai commencé par Emmanuel, qui est sûrement dans cette pièce. Je l'aime beaucoup. C'est dur à croire, hein, mais j'aime beaucoup Emmanuel Macron. Le président français n'a cependant pas été au cœur du discours américain et le président Trump a surtout rabâché que le monde entier devait sa sécurité et son développement économique aux États-Unis, se référant ici et là vulgairement à la Seconde Guerre mondiale. Sur le Groenland, il a voulu se montrer rassurant en disant qu'il n'y aurait pas d'intervention armée, mais qu'il entendait néanmoins acquérir ce territoire. On veut un bout de banquise en échange de la paix mondiale, et ils ne veulent pas nous la donner. Nous, on n'a jamais rien demandé d'autre. On aurait pu garder cette banquise. Et on ne l'a pas fait à l'époque. Vous avez le choix. Vous pourriez dire oui, nous serions très reconnaissants. Ou alors vous pouvez dire non, et on s'en souviendra. Une menace à peine masquée, suivie de digressions sur la puissance de l'armée américaine, une prise de parole qui témoigne de la détermination du président américain, sans que l'on sache vraiment ce qu'il envisage si l'Europe lui tient tête. Les relations transatlantiques semblent en tout cas arriver à un point critique. D'un côté,
Une Europe qui dit refuser la loi du plus fort, mais qui se contente depuis des décennies d'être placée sous tutelle américaine. De l'autre, un président américain qui assume le rapport de force avec un style provocateur et déconcertant. Alors Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir affronter Donald Trump ou au contraire, devrait-il s'intéresser davantage aux questions françaises? Nous sommes allés poser la question aux Parisiens. Je pense qu'il faut s'opposer à Trump parce que le problème c'est que après c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On voit ce qui s'est passé déjà avec Maduro. Donc il faut qu'on s'en occupe et je pense que c'est un bon moyen pour l'Europe de montrer sa cohésion et ce qu'elle peut faire dans ces cas-là. Ça fait partie, quelque part, ça fait partie de l'Europe, hein, vu que ça appartient donc à un pays de la communauté européenne, même si c'est même si d'un autre côté il est autonome, mais pour moi il faut qu'on défende les intérêts du Groenland. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes et beaucoup plus de problèmes à régler en France que d'essayer de régler les problèmes chez les autres. Je pense que les Groenlandais sont suffisamment grands pour se défendre. Je pense qu'il faut s'opposer à Trump, effectivement. L'Europe a une belle place à faire valoir dans le monde. On n'a rien à envier aux Américains, mais il faut aussi savoir développer l'économie européenne et ne pas acheter des armes aux Américains, acheter des armes européennes. Il y a tout un pan de l'économie. L'Europe n'a pas à rougir de sa performance économique. C'est sûr que si on regarde les pays un par un, la France par rapport aux États-Unis ne pèse pas grand-chose. Mais si on regarde l'Europe d'une manière générale, on n'a pas du tout à rougir ni de nos performances militaires, ni de nos performances économiques. Il faut essayer. Après, je ne suis pas politicien et ils sont mieux placés pour nous savoir ce dont on est capable. Ce qui est certain, c'est que si on se laisse faire, on va perdre des territoires, on va perdre de l'influence. Le Groenland fait partie de l'Europe depuis la création de l'Europe et au Danemark depuis des centaines d'années, je crois 600 ans, 800 ans. Donc c'est comme si on nous disait on vous prend la Corse comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'on accepterait si c'était la Corse? C'est la question que je vous pose. Effectivement, il faut s'opposer. On sait très bien que ces questions de souveraineté, on ne transige pas avec ça, quoi. Voilà. De toute façon, à long terme, il y a un intérêt, puisque de toute façon, dans le doute où il aurait l'intention d'aller plus loin, et d'une manière générale, c'est important de montrer qu'on y tient, quoi, voilà, à cette souveraineté. C'est la manière de faire de M. Trump qui me gêne énormément. C'est-à-dire laisser le monde à un fou, c'est pas mon objectif. C'est-à-dire céder sans arrêt à des menaces. Je trouve ça vraiment déplorable de la part d'un chef d'État. Donald Trump déroge à toutes les règles qu'on avait instaurées de liberté des peuples et des pays. Donc je ne vois pas pourquoi il viendrait s'installer. Oui, il faut faire pression. Il n'y a aucune raison, sinon c'est la porte ouverte à tout après. Je ne sais pas du tout s'il faut s'opposer à lui, mais on ne peut pas se laisser faire non plus. Il y a un changement climatique certain. Ce qui l'intéresse au Groenland, c'est ce qui n'a pas été exploité. Et s'ils exploitent le Groenland, ça va être terrible pour continuer la destruction de la planète. Et donc je crois qu'on ne peut pas se laisser faire. Mais c'est quand même très dur pour nous Européens parce que les États-Unis, c'était notre allié. Et c'est comme si on est dans la cour d'école et que notre meilleur ami il nous dit « Bon, on n'est plus copains, hein, je vais te taper sur la gueule. » Voilà. En Syrie, avec l'accord de la Turquie et des Américains, les forces d'Al-Shara répriment les Turcs en passant bien sûr par des dommages collatéraux. Les explications de Nicolas Lamberterie. Le mois de janvier 2026 n'est toujours pas terminé que les conflits rapides et brutaux continuent de faire rage un peu partout sur le globe. Et la Syrie, en guerre civile et internationale depuis le printemps 2011, ne fait pas exception. Alors que depuis quelques mois, les massacres commis contre les minorités semblaient s'être calmés, le régime islamiste d'Ahmad al-Shara, également connu sous son nom de guerre djihadiste al-Joulani, a décidé de reprendre par la force les territoires contrôlés par les troupes kurdes, regroupées avec leurs alliés au sein des FDS, les forces démocratiques syriennes.
Combattant depuis une décennie l'État islamique, les forces kurdes avaient progressivement pris le contrôle de toute la partie orientale de la Syrie, se trouvant à l'est du fleuve Euphrate. Les affrontements ont commencé le 6 janvier à Alep, la deuxième ville du pays, où les forces kurdes tenaient toujours une partie de la ville. Puis l'offensive a été lancée contre l'ensemble des territoires à l'est de l'Euphrate, avec des accords entre Damas et le leader des forces kurdes. Selon Alexandre Goudarzi, expert de la région qui a vécu 5 ans en Syrie, ce retournement s'explique avant tout par le fait que les Kurdes ont été lâchés par les Américains qui leur ont forcé la main pour accepter de retourner sous contrôle de Damas. Les Kurdes n'ont jamais possédé territorialement autant de terres en Syrie. C'est vraiment le contexte de la guerre syrienne qui leur a permis en fait de s'étendre territorialement parlant, et ce avec le soutien des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique. Évidemment, ça ne plaisait pas beaucoup aux Turcs de voir un expansionnisme kurde sur la frontière turco-syrienne. Gros problème aussi pour l'État syrien qui voyait bien que donc les Kurdes profitaient de la déstabilisation du régime avec ses nombreux ennemis djihadistes et voyant les Kurdes prendre beaucoup d'ampleur. Donc à la fin, les Kurdes, au fil des années, se sont accaparés tous les territoires à l'est de l'Euphrate. Donc avec le soutien des Américains, ce qui était une bonne chose parce que ça cassait le croissant chiite qui allait de Téhéran jusqu'à Beyrouth, donc en passant par l'Irak et la Syrie. Et effectivement, pour le gouvernement syrien, la Djéziré, c'est une région qui est très riche. C'est la région des 3 ors, l'or blanc, l'or jaune, l'or noir, le coton, le blé, le pétrole. Alors du blé et du coton, il n'en reste pas des masses, puisque pendant longtemps, il y a eu une politique de terre brûlée, notamment donc les djihadistes, que ce soit Jabhat al-Nusra, Daesh. Mais il reste l'or noir, il reste le pétrole. Et c'était un peu la chasse gardée des Américains quand ils avaient besoin des Kurdes. Mais maintenant, ça va être réintégré à la Syrie et ce sera toujours dans les poches des Américains. Ça y est, les États-Unis n'ont plus besoin des Kurdes. On avait besoin d'eux pour endiguer la menace iranienne, comme une espèce de logique de containment, d'endiguement. Maintenant qu'on n'a plus besoin d'eux et qu'on veut un gars fort pour maintenir une stabilité, une unité nationale, eh bien, voilà, ils se sont arrangés entre eux, visiblement, puisque ça a été salué, l'accord entre Mazloum Abdi, donc le chef kurde, et Al-Joulani. Donc cet accord a été salué par les États-Unis et on peut imaginer qu'il a même été demandé par ceux-ci. Cette réintégration sous contrôle de Damas des territoires jusqu'alors tenus depuis près d'une décennie par les forces kurdes et alliées ne se fait toutefois pas sans heurts. En effet, cela s'accompagne de divers massacres et vengeances commis contre des soldats ou des civils, tandis que de très nombreux djihadistes de l'État islamique, jusqu'alors enfermés et contrôlés par les Kurdes, retrouvent la liberté et peuvent se livrer à leur activité favorite, à savoir des exactions innommables et indescriptibles. Cet accord, il s'ensuit de vengeance tribale, de vengeance idéologique, de vengeance religieuse. Ce qui est horrible, c'est de voir que les membres de Hayat al-Sham sont en train de se défouler, alors que les gens en face ont reçu l'ordre de ne plus se battre. En fait, il n'y a plus moyen de se battre. Et ce qui est grave aussi, c'est que territorialement parlant, les Kurdes ont occupé des terres qui sont peuplées d'Arabes. Ils ne sont démographiquement pas assez importants pour occuper tout l'espace qu'on appelle de la Djéziré, c'est-à-dire les territoires qui se situent à l'est de l'Euphrate. Donc évidemment, en termes de composition militaire, en termes de structure et d'organisation, d'institutions dans toute la région, il y avait également beaucoup d'Arabes. Il y avait beaucoup d'Arabes, des Arabes de la région qui étaient assujettis à l'ordre kurde, mais pour leur intérêt aussi, parce que c'était aussi des Arabes qui disaient nous on refuse la voie djihadiste et on refuse Al-Assad. Donc à cette époque, donc ils sont restés dans ce Kurdistan et au sein des troupes de FDS, donc des forces démocratiques syriennes. Sauf que là, la désintégration venant du chef kurde, avec cet accord signé avec Al-Joulani, eh bien les Arabes qui tenaient les checkpoints, qui tenaient la sécurité de nombreuses villes et de nombreuses routes des villages de la région de la Djéziré, ont retourné leurs armes contre les Kurdes. C'est voilà, maintenant qu'on a fait un accord, on retourne notre veste et on est avant tout arabe, donc on a plus de points communs finalement avec les membres d'Hayat al-Sham ou de je ne sais qui, et ils sont en train de, ils ont tué énormément de Kurdes. C'est un vrai, une vraie trahison, un vrai revirement de situation. Il y en a quelques-uns qui sont restés loyaux et on a vu qu'ils se sont fait aussi assassiner par Hayat al-Sham aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en tout cas sur certains canaux. Ça inonde d'égorgements, de viols, de massacres. Je viens d'en voir à l'instant. On voit qu'ils ont libéré le camp Al-Hol, qui est un camp, mais avec à peu près une 50aine de milliers de femmes et d'enfants de djihadistes de Daesh. On dit ok, ce sont des femmes et des enfants, mais il y a des documentaires qui montrent à quoi ressemblent les enfants et je vous assure que vous n'avez pas envie de les avoir dans votre garderie, quoi. Il y a également la prison de Al-Shaddadi, qui était une prison où les Kurdes renfermaient des membres de Daesh. Ils viennent d'être libérés.
C'était ce que les Kurdes nous disaient, ils nous prévenaient, ils nous disaient mais si vous ne nous aidez pas face à la menace djihadiste, nous ne serons plus en mesure de tenir les prisons dans lesquelles les plus tarés d'entre eux sont enfermés. C'est ce qui se passe en fait. Déjà à l'époque il y avait ça en 2019, lorsque les Turcs avançaient, qu'ils avaient franchi les lignes syriennes, la frontière syrienne, et que les Américains qui soutenaient les Kurdes finalement s'étaient retirés, ça c'était lors du premier mandat de Trump, pas longtemps avant l'assassinat de Qasem Soleimani en Iran, et ils ont lâché les Kurdes à cette époque-là. Alors heureusement ça n'avait pas été plus loin, mais finalement les Turcs maintenant passent le relais à leurs hommes en fait. Finalement c'est ça, je vous l'ai dit, c'est aussi un relais de l'hégémonie turque dans la région. Il ne faut pas oublier que la Syrie s'appelait Sham el-Sharif. Voilà, c'était une espèce de province ottomane et c'est ce à quoi ils aspirent. Les Turcs sont très présents à Damas et dans d'autres villes syriennes. Si le pouvoir islamiste de Damas parvient à reprendre le contrôle complet de l'ensemble du territoire kurde, alors la quasi-totalité du territoire syrien sera de nouveau sous contrôle du pouvoir central pour la première fois depuis le début de la guerre civile en 2011. Dès lors, l'hypothèse souvent envisagée d'une Syrie fédéralisée est désormais définitivement balayée et les différentes minorités non sunnites ont tout à craindre dans leur quotidien. Ultime point d'interrogation, la région de Soueïda, dans le sud du pays, fief des Druzes, qui refusent avec acharnement de désarmer leurs propres milices et de passer sous contrôle des islamistes de Damas, quitte à solliciter l'aide du voisin israélien. Une chose semble en tout cas acquise. Dans un monde en pleine conflictualité, rien ne laisse présager que la Syrie dirigée par les islamistes ne devienne sous peu un havre de paix et de sérénité pour ses citoyens, en particulier pour les minorités. Le tout avec l'aval intéressé des Américains et naïf, voire cocu, des Européens. Trois semaines après l'incendie dramatique du bar Le Constellation de la station de Crans-Montana en Suisse au Réveillon, les enquêtes pointent la personnalité du propriétaire des lieux. Mais une question reste en suspens. Et s'il manquait du monde sur le banc des accusés? Réponse tout de suite. C'est le portrait du coupable idéal. À croire que le palmarès de Jacques Moretti est si large qu'il peut servir à camoufler les autres responsabilités derrière l'incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 personnes et fait plus de 116 blessés. Le propriétaire du bar Le Constellation, poursuivi pour homicide, incendie et lésions corporelles par négligence, fait la une des journaux depuis la nuit du drame. Au fil des lignes, ses déboires avec la justice. Pour commencer sa biographie, on rappelle les origines corses de l'entrepreneur aux 3 établissements de la station. Des précisions qui ne visent pas à expliquer la consonance de son patronyme, mais bien à sous-entendre des liens avec un milieu mafieux. Les habitants de l'île de Beauté apprécieront le raccourci ou pas. La presse a également exhumé sa condamnation de 2008 pour proxénétisme. En effet, Jacques Moretti aurait à cette époque recruté de jeunes Françaises pour des activités de prostitution en Suisse, à Genève et Berne, mais aussi en France, à la Clusaz. La prostitution étant légale en Suisse, il n'a été condamné que dans le volet français à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Il avait toutefois passé une période de détention provisoire. L'homme aurait aussi l'habitude de petites fraudes, tantôt aux aides pour le logement, les APL ou les aides durant le Covid, dont l'utilisation aurait été abusive, bien que le dossier ait été classé sans suite. Une ombre au tableau qui n'a pas manqué de ressurgir à l'occasion de la tragédie de Crans-Montana. En effet, il n'aura pas fallu bien longtemps pour comprendre que tout n'avait pas été fait dans les règles autour du bar Le Constellation. À l'heure où nous parlons, il semble que les travaux de rénovation effectués par Jacques Moretti lui-même en 2015, quand il fit l'acquisition de l'établissement, n'étaient pas conformes et n'avaient pas bénéficié de permis ad hoc. C'est sans doute pour cette raison que les plafonds du sous-sol avaient pu être recouverts de la mousse acoustique hautement inflammable par qui le drame est arrivé. En effet, les feux de Bengale fixés sur les bouteilles ont mis le feu à ces mousses, lesquelles se sont embrasées en quelques secondes, laissant prisonnier une grande partie des jeunes qui se trouvaient dans la salle du bas. Une salle visiblement comble, au-delà des capacités prévues pour les lieux. Par ailleurs, le personnel du bar n'était visiblement pas formé aux procédures de sécurité incendie, un manquement qui s'ajoutait au fait que l'issue de secours était verrouillée, probablement pour éviter que les clients partent sans payer. Des éléments qui font encourir aux propriétaires des poursuites pour violation des normes de sécurité, en plus du reste. De quoi alourdir aussi la peine des familles des victimes, toujours en quête de réponses. On attend que nos clients, que les familles puissent avoir des réponses, puissent se sentir considérés, et puis que toutes les responsabilités de A à Z soient établies. Pourquoi ce drame, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, a pu se produire ici en Suisse, malgré tout un arsenal juridique, un arsenal législatif, un arsenal de surveillance. Pourquoi a-t-il failli ?
Mais si les responsabilités exactes des propriétaires sont actuellement au cœur de l'enquête, les médias semblent un peu moins intéressés par les responsabilités des autorités publiques suisses. Et pourtant, d'abord, on se souvient qu'il n'aura pas fallu plus que quelques heures avant d'entendre les propos de Jacques Moretti affirmer qu'il avait subi 3 contrôles en 10 ans, comme pour s'affranchir déjà d'une potentielle culpabilité. Problème, les contrôles sont normalement annuels. La commune a d'ailleurs admis un manquement, un véritable euphémisme quand on sait désormais les conséquences. Comme vous le constatez, les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. Et il y a de quoi, mais les suspicions vont bien au-delà. En effet, dans la mesure où les travaux de Jacques Moretti ont été effectués en 2015 et que ceux-ci revêtaient des points de non-conformité à l'image des fameuses mousses, comment les contrôles ont-ils pu laisser l'établissement ouvert malgré le danger encouru par les clients ? Des signalements antérieurs n'auraient visiblement pas été suivis, comme notamment le manque d'extincteurs. Un amoncellement de carences qui finit donc par semer le trouble, surtout lorsque l'on apprend que l'enquête aurait révélé une très surprenante défaillance de la vidéosurveillance de l'établissement. En effet, les enregistrements des 14 caméras du bar se seraient tout arrêtés 3 minutes avant le départ de l'incendie. De quoi soulever la possibilité d'une manipulation des preuves en amont ou en aval de leur remise à la justice. Et passons à présent à l'actualité en bref en France. Nouvel échec du macronisme en Nouvelle-Calédonie. Lundi, le ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a signé avec une délégation kanak l'accord Élysée-Oudinot, complémentaire de l'accord de Bougival de juillet 2025. Le texte mentionne notamment la reconnaissance de l'identité calédonienne ainsi que le droit à l'autodétermination, avec à la clé un transfert de compétences encore détenu par l'État. L'accord insiste aussi sur le renforcement des provinces avec des ressources pouvant leur garantir une autonomie financière. Notons que les indépendantistes du FLNKS, le Front de Libération Nationale kanak, et socialistes n'ont pas participé aux négociations et ont annoncé mercredi le rejet de l'accord Élysée-Oudinot. Ils dénoncent un chantage économique destiné à faire accepter le projet de l'État. Victoire contre les ZFE. Des députés et sénateurs sont parvenus à un accord mardi en commission mixte paritaire pour maintenir la suppression des zones à faible émission, les ZFE, dans le projet de loi de simplification de la vie économique. Introduite en juin à l'initiative des Républicains et du Rassemblement national, cette mesure vise à supprimer les restrictions de circulation pour les véhicules anciens et polluants dans les grandes agglomérations et permettre ainsi aux plus modestes de pouvoir encore utiliser leurs véhicules. Malgré une proposition de compromis macroniste prévoyant des aménagements locaux, la suppression a été confirmée par 10 voix contre 4 avec le soutien de la coalition gouvernementale, de la droite et du RN, dont le député Pierre Meurin est l'un des premiers opposants à ces zones. 2 votes finaux restent prévus le 27 janvier à l'Assemblée et le 29 au Sénat, où l'issue demeure incertaine en raison des rapports de force serrés et des critiques sur l'inconstitutionnalité potentielle de la mesure environnementale. 2 ministres inconnus à candidate démissionnaire. Fadila Khattabi, ancien ministre délégué chargé des personnes handicapées et des personnes âgées entre 2023 et 2024 et ex-député Renaissance de Côte d'Or, a annoncé mardi retirer sa candidature au municipal de Mars à Dijon. Soutenue par le parti présidentiel avec sa liste Dijon au cœur, elle dénonce une alliance de partenaires se réclamant du centre avec une candidature LR soutenue par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Khattabi, qui n'avait aucune chance de succès avec un sondage récent, la donnant à 2% des intentions de vote, se trouvait bien loin derrière le maire PS sortant, Nathalie Conders, 41%. Défaillance d'Internet ou canular de mauvais goût. Mardi, le lycée Notre-Dame de Bon Secours à Perpignan a été évacué après une alerte à la bombe. Les élèves et le personnel ont reçu un message sur Pronote, l'application utilisée par l'établissement scolaire. L'auteur annonçait qu'il ferait, je cite, « sauter l'établissement tout entier vers 10-11 heures » et qu'il viendrait décapiter les corps des koufars, terme arabe signifiant mécréant. L'individu disait venir de l'État islamique. Le proviseur a fait évacuer le lycée avant de découvrir que l'auteur du message ne s'adressait pas à eux. Il disait se situer non pas à Perpignan mais à Clermont-Ferrand. Il disait aussi avoir pris des otages, être prêt à les tuer et indiquait une adresse précise dans le quartier Croix-de-Néra. Selon des informations du journal La Montagne, des policiers se sont rendus sur place et n'ont rien trouvé.
Et nous poursuivons avec le reste de l'actualité internationale. Une victoire sans conséquence pour les paysans. Ce mercredi, le Parlement européen a voté la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne qui pourrait déclarer illégal l'accord de libre-échange UE-Mercosur. La ratification doit être suspendue en attendant que la Cour se prononce. Le scrutin extrêmement serré s'est joué à 10 voix près. Les 80 eurodéputés français, tous bords confondus, ont voté pour cette saisine, soutenue par des milliers d'agriculteurs qui manifestent aujourd'hui à Strasbourg. Les Français sont particulièrement inquiets quant à l'importation massive de viande et de sucre de l'Amérique latine. Parmi les manifestants, il y avait aussi de nombreux agriculteurs belges, polonais et italiens. Des discussions constructives selon l'émissaire russe Kirill Dmitriev. Ce dernier rencontrait, en marge du forum de Davos en Suisse, les représentants américains, dont Steve Witkoff et Jared Kushner, sur les modalités d'une sortie de crise en Ukraine. À l'issue de ces échanges, Kirill Dmitriev a affirmé que de plus en plus de personnes prennent conscience du bien fondé de la position russe. Aucune déclaration officielle n'a été rapportée du côté américain. Ces contacts interviennent dans un contexte diplomatique tendu, alors que Moscou et Washington cherchent à relancer le dialogue sur le conflit ukrainien. Après une séquence manquée fin décembre, la Russie ayant accusé l'Ukraine d'avoir visé par une attaque de drone la résidence de Vladimir Poutine à Novgorod, et Paris et Londres ayant déclaré vouloir déployer des troupes en Ukraine après un accord de cessez-le-feu. Encore un accident ferroviaire en Espagne. Mardi en Catalogne, un train de banlieue a heurté un mur qui s'était effondré sur une voie. Le conducteur a été tué. 37 blessés ont été pris en charge par les secours. Notons qu'il y a eu un autre accident le même jour près de Barcelone. Un train a déraillé à cause de rochers sur les voies. Il n'y a pas eu de blessés. Ces accidents interviennent 3 jours après le déraillement d'un train en Andalousie ayant provoqué une 40aine de morts. De nombreux observateurs avaient alors pointé un mauvais entretien du réseau ferroviaire espagnol depuis plusieurs années. Prison à vie pour le meurtrier de Shinzo Abe. Plus de 3 ans après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, 45 ans, a été condamné ce mercredi à la prison à vie par le tribunal de Nara. Reconnu coupable du meurtre commis le 8 juillet 2022 lors d'un meeting électoral à Nara, il avait utilisé une arme artisanale. Yamagami avait avoué les faits dès l'ouverture du procès en octobre, expliquant agir par rancœur envers l'Église de l'Unification, la secte Moon, accusé d'avoir ruiné sa famille via des dons massifs de sa mère. L'affaire avait révélé des liens politiques avec l'organisation et conduit à sa dissolution judiciaire en 2025. Le parquet avait requis la perpétuité, soulignant les conséquences extrêmement graves sur la société japonaise. Le verdict laisse ouverte une libération conditionnelle, mais beaucoup de détenus meurent en prison dans ce pays où les crimes par arme à feu restent rarissimes. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Ce soir, n'oubliez pas, à partir de 21h, retrouver un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit Tex, l'ancien animateur de France 2, qui met l'audiovisuel public au pilori. Parce que le catalogue est énorme, le catalogue de Sony. Tu vois, moi, à un moment donné, c'est un truc assez bizarre, mais moi, j'étais allé au MIP TV, qui est un truc qui est organisé à Cannes, et je voulais savoir la part, tu vois, des amours dans la production Sony. Sony avait fait un énorme Barnum, comme avait fait à l'époque Fremantle, enfin chacun faisait son Barnum. Il y a des filiales, il peut y avoir Sony France aussi. Et on m'avait montré un bouquin, on va dire l'équivalent d'un dictionnaire, tu vois, qui était coupé en 4. Chaque page de ce dictionnaire était coupée en 4 et représentait une émission. Et le catalogue Sony, c'est l'équivalent d'un dictionnaire multiplié par 4 du nombre d'émissions. Et nous, on est un quart d'une page. C'est-à-dire que les catalogues télé, ils sont énormes. Donc tu vas retrouver les Américains un peu partout, puisqu'ils sont super puissants. Tu vas les retrouver dans tous les médias, tu vas les retrouver partout. En part, etc. Et comme on ne prend pas de risques, Reichmann, encore une fois, a pris des risques et a fait des créations françaises. Voilà. France Télévisions ne fait pas de création française. Ils vont piquer les émissions ailleurs. C'est une très bonne... Également au programme passé-présent, Guillaume Fiquet recevait Antoine Delacoste pour évoquer l'histoire du Venezuela. Demain, jeudi, dès 7h, vous pouvez découvrir un nouveau Zoom avec Georges Moulek, historien spécialiste de la Russie. Il évoque l'armement stratégique de Vladimir Poutine. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure, mais aux côtés d'Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.